Bonjour Simon, Bonjour Pablo. merci d'avoir accepté mon invitation. Simon, tu es géographe urbaniste et si je t'ai invité, c'est pour parler justement de cette géographie des mobilisations contre la contre-réforme des retraites proposée par le gouvernement. Depuis le 19 janvier, on le voit, une à deux fois par semaine, il y a des mobilisations à Paris, mais aussi dans toute la France, dans ce qu'on appelle les petites et les moyennes villes, dans ce qu'on appelle aussi la France des sous-préfectures. C'est d'ailleurs là où paradoxalement le mouvement est le plus inédit, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ces villes-là se réveiller, se mobiliser, manifester. Comment est-ce que toi, tu lis cette mobilisation justement des petites et des moyennes villes? Il y a beaucoup de raisons qui peuvent l'expliquer. D'abord, dans ces petites villes, on y viendra après, souvent le premier employeur, c'est l'emploi public. L'hôpital, la mairie, les écoles. Et donc, on pourrait dire, disons, les fonctionnaires au sens large sont évidemment très concernés par cette réforme et plus généralement par la crise des services publics. Donc on peut expliquer qu'ils se mobilisent et qu'ils soient très visibles puisqu'ils sont très nombreux dans ces villes. Un autre élément, c'est que souvent dans ces petites villes, il y a encore un emploi industriel important, disons une ou deux usines, souvent menacées ou menacées de délocalisation. Donc il y a une forme d'angoisse par rapport à la précarité. Ce qu'il y a aussi dans ces petites villes, il y a beaucoup d'emplois logistiques, beaucoup d'emplois de transport. Donc justement, ces emplois-là de première ou deuxième ligne très exposés et très difficiles sur le plan physique, des emplois mal payés, donc des gens qui sont vraiment plus directement concernés par la réforme proposée. Euh, il y a aussi, puisqu'on est souvent dans des petites villes, disons, à la campagne, il peut y avoir les agriculteurs en difficulté. Donc tout ça, ça fait, disons, du côté du salariat, beaucoup de raisons objectives d'être mobilisés. Il y a aussi une raison beaucoup plus précise, c'est que dans ces villes, la population est bien souvent moins qualifiée et avec des salaires plus bas. Donc on a vraiment affaire à une somme de population, disons, pauvre ou modeste, comme on dit, et donc directement concernée. Et il y a un autre élément, c'est que ces villes sont souvent en crise du point de vue urbain, justement pour toutes les raisons qu'on a dites. Donc elles ont aussi une proportion de retraités importante, qui sont aussi très directement concernés. Donc on a finalement une somme de populations qui sont très directement concernées par la réforme. Mais là, ce que tu sembles dire, c'est que c'est pas uniquement la réforme qui les mobilise. Puisque tu parles de la pénibilité au travail et ou le fait qu'ils soient, tu dis qu'ils ont des petits salaires, etc. C'est pas directement la réforme. C'est-à-dire qu'il y aurait aussi dans les raisons pour lesquelles ces gens se mobilisent une espèce de diversité des colères. Oui, je pense que au fur et à mesure que disons que le conflit social se développe, on voit bien que dans le débat sont apparus des tas de choses qui étaient en sous-texte, la qualité du travail, le rapport au travail, à la vie tout simplement. On retrouve aussi certaines des traces de ce qu'a été le conflit des Gilets jaunes dans ces communes, ou dans ces petites villes. Beaucoup de gens vont au travail en voiture, donc ils sont aussi concernés. Donc, et il y a on pourrait dire, c'est presque en plus petit l'exemple de tout ce qui faisait, disons, les catégories populaires au sens large. Et là, ça se voit encore plus parce que par, comment dire, à l'envers, il y a moins de cadres, moins de professions, disons, privilégiées, intellectuelles ou universitaires. Enfin, évidemment, dans toutes ces communes, disons, le profil social général est plus prolétaire. Donc, je pense qu'on peut s'expliquer en partie comme ça. Il y a un autre élément, je pense, plus récent, c'est que dans une partie de ces villes, l'accès au logement est devenu beaucoup plus difficile.
avec la montée des prix et la pression de gens venus des grandes villes. Donc, Oui, qui achètent il des y a, maisons voilà, il secondaires y a un ou peu un condensé de raisons qui toutes poussent à la colère et un peu à la fédération euh, disons, des luttes, si on l'appelle comme ça. Tu as parlé des gilets jaunes. Est-ce que tu crées une continuité entre, je sais pas moi, les bonnets rouges qui s'étaient largement mobilisés dans l'ouest de la France, notamment en Bretagne, les gilets jaunes, et maintenant, aujourd'hui, la mobilisation dans cette France des sous-préfectures? Peut-être, je ne me sens pas qualifié pour le dire complètement. Là, ce qui m'apparaît quand même de vraiment nouveau, c'est la puissance et l'unité des syndicats. Là, on a un mouvement organisé qui sait ce qu'il veut, qui a un objectif précis, clair, et qui se donne les moyens d'y parvenir. Ce qui n'était pas les Gilets jaunes. Là, en tout cas verbalement et dans l'expression publique, il n'y a pas de remise en cause des syndicats ou même de l'idée d'une organisation et de quelque chose de structuré. Donc ça, c'est quand même très différent. Il y a sans doute la colère et les revendications en soubassement, mais en tout cas dans la forme et dans la méthode, c'est très différent. Est-ce que c'est peut-être parce qu'il y a une leçon de ce qu'a été l'échec, la violence et le côté un peu anarchique des Gilets jaunes? Est-ce qu'il y a eu une espèce d'incubation ou pas? Je suis incapable de le dire. Mais en tout cas, si les revendications sont comparables, la méthode et la façon de faire n'a rien à voir. Tu parlais du rôle des syndicats et de la démonstration finalement de leur puissance et de leur implantation. Est-ce qu'on doit en conclure que, contrairement à ce que parfois on entend, ah bah les syndicats sont complètement démonétisés, c'est la fin des syndicats. Là, c'est le retour des syndicats, mais c'est le retour des syndicats aussi dans leur capacité à mobiliser dans tous les territoires. C'est-à-dire que, à mon avis, contrairement à d'autres, notamment je pense aux partis politiques qui eux n'arrivent à mobiliser que dans en gros les grandes aires métropolitaines, eux ils sont capables d'aller à Albi, à Caen, etc. Et en fait ils ont une assise territoriale très dense et très bien maillée. Enfin, je ferai une différence entre leur influence et dans leur capacité actuelle à mobiliser et comment dire, leurs adhérents ou leur implantation dans la durée, parce que chacun sait que, hors la fonction publique, le nombre de syndiqués est très faible en France. Mais là, ils font la démonstration que même s'il n'y a pas beaucoup d'inscrits, ils ont une réelle influence. Mais je pense vraiment que c'est l'union, l'unité, d'avoir les 8 syndicats ensemble, sans aucune faute, sans aucune faille entre eux. On n'avait pas vu ça depuis 30 ans. Et donc ça donne une capacité, et justement une capacité à mobiliser des gens qui ne sont pas nécessairement de gauche ou qui ne sont pas nécessairement, disons, des fanatiques de la CGT. Mais il y a un but, il y a une méthode et une capacité paisible à mener une lutte dont on peut espérer qu'elle aboutisse. On parlait de la France des sous-préfectures. Est-ce que toi, tu, tu mets une différence fondamentale entre, en gros, les mobilisations à Albi et les mobilisations à Paris? Est-ce que elles sont vraiment complètement différentes dans leur forme, dans leurs revendications, ou est-ce que quand même il y a des traits communs? Parce que là, on parle que de la France des sous-préfectures. Mais Non, bon, déjà, il y a l'effet de masse, hein, mais je pense que sociologiquement, il y a une différence. Moi, je suis allé dans les manifs à Paris, on retrouve disons, le public habituel, beaucoup d'intellos, de profs, de fonctionnaires, bon, disons, le milieu ou la sociologie des grandes villes. Là, je pense que dans ces petites villes, on a, comme je le disais tout à l'heure, un profil social beaucoup plus prolétaire, beaucoup plus vraiment de couches populaires et des catégories qui exercent encore un travail manuel, voire un travail, disons, de fabrication qu'on ne voit pratiquement plus dans les grandes villes. Quand enfin, dans les manifs à Paris, on ne voit pas beaucoup d'ouvriers au sens classique du terme, alors que là, on voit bien que dans ces villes, il y a encore, justement, parce il y a souvent l'usine ou la logistique, la grande surface, donc vraiment les métiers qu'on a appelés de première ou seconde ligne pendant le Covid, et qui à Paris bien sûr existent, mais qui sont noyés dans la masse d'autres formes
d'activité. Et donc, c'est moins visible. La différence, je la verrai comme ça. Et qu'est-ce que tu en tires comme conclusion? Est-ce que, du coup, les moyens de mobiliser ces deux types de populations, la population métropolitaine et la population, on va dire, des petites et des moyennes villes, est-ce que les ressorts sont complètement différents? Est-ce que on doit quand même envisager une unité dans ce salariat, entre ces travailleurs et ces travailleuses? Ou est-ce que, bah non, en fait, ils sont aujourd'hui trop éloignés pour pouvoir dire bon bah non, on va vous faire une seule proposition pour tous. Bah, ça ouvre un autre débat sur ce qu'on entend dire sur les périphéries abandonnées, les campagnes, le rural, etc., qui seraient, Tout à l'heure, tu as parlé de mépris. Enfin, tout à l'heure, tu l'as oui, dit un peu en oui, parlant des petites villes. abandonnés, méprisés Mm. par les métropoles. Ça, c'est un discours que je partage pas du tout. Je pense au contraire il faut plus le voir en termes de complémentarité. C'est-à-dire qu'une grande partie des petites villes ou des périphéries ne fonctionnent qu'en rapport avec la métropole qui les entraîne, où les gens vont travailler. Ça ouvre aussi un autre débat, c'est qu'on ne peut pas avoir une vision uniforme de la France des petites villes. Hein, les petites villes, disons en termes statistiques, c'est les communes, les villes qui ont entre 20 et 100 000 habitants. Donc il y en a à peu près 300. Il y a beaucoup de ces petites villes vont très bien. Hein, les petites villes qui sont dans les zones qui se développent, hein, on pense à l'arc atlantique, à la Méditerranée, le bassin le rhodanien, une partie de la région parisienne. Pour ces petites villes-là, ça va bien. Elles se développent, croissance économique, croissance de l'emploi. Par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de petites villes qui sont en plein déclin, hein, les petites villes qui sont dans le Nord-Pas-de-Calais, en Lorraine, dans l'Est. Donc, on ne peut pas avoir une vision uniforme. Simplement, ce qui est frappant, c'est que sur cette revendication des retraites, il semble qu'au-delà de cette différence, même dans les petites villes qui vont bien, bon, puisque c'est Albi, les gens manifestent. Mais je mets en garde contre l'idée d'avoir une vision uniforme. Mm. Toutes les petites villes ou toutes petites sous-préfectures n'iraient pas bien. Alors ça introduit aussi le débat sur le recul des services publics. Une des raisons sans doute de la mobilisation dans une partie de ces villes moyennes, c'est notamment les sous-préfectures ou les préfectures dans lesquelles il y a eu un retrait des services de l'État. Alors ça oblige quand même à dire que, bon, certes, il y a sans doute une volonté, mais il y a une vraie difficulté en France. Hein. Je regardais sur les 36 000 communes françaises, 25 000 ont moins de 1000 habitants et 30 000 moins de 2000 habitants. Ça laisse quand même entendre que tous les débats sur l'accès à la santé, l'accès aux services publics, l'accès au transport, etc., doivent tenir compte d'une donnée géographique française, c'est la dispersion d'une partie de la population dans une foultitude de toutes petites collectivités qui n'ont pas les moyens d'assurer ce qu'il faut, mais c'est aussi une difficulté objective pour n'importe quel gouvernement, fût-il de gauche. Hein. Donc c'est le débat sur la métropolisation, la manière dont disons, la population et l'économie française se sont recomposées. Et le territoire est organisé. Et la manière dont le territoire s'est réorganisé, par rapport à ça, on ne peut pas non plus oublier qu'il y a en France 22 métropoles, donc il n'y a pas que Paris, il y a 22, donc ça veut dire qu'il y a quand même 22 dispositifs urbains qui sont en expansion, qui fonctionnent Mm. et qui entraînent plus ou moins bien les territoires alentours. Alors c'est vrai qu'il y a des régions qui sont dépourvues de cette dynamique, et alors là, on a effectivement toutes les raisons qui peuvent expliquer que les gens s'immobilisent encore plus qu'ailleurs. Ça m'amène à ma dernière question. Euh, Vers où ça peut aller? Parce que là, tu as tiré plusieurs types de constats, enfin plutôt un constat avec plusieurs paramètres. Euh, comment est-ce que, enfin, qu'est-ce qu'on pourrait envisager? Je sais que c'est pas forcément ton rôle, hein, mais qu'est-ce qu'on pourrait envisager pour offrir précisément un débouché, je pense notamment politique, euh, à voilà tous ces problèmes en fait qui aujourd'hui se précipitent dans les mobilisations en ce moment contre la réforme des retraites. Ben, ça ouvre un autre chapitre. J'ai regardé le résultat des élections présidentielles. Et ce qui est tout à fait frappant, c'est que au premier tour, hein, je vous dis,
Macron était en tête dans un tiers des communes et Marine Le Pen dans 57% des communes. Au deuxième tour, Marine Le Pen est d'autant plus en tête qu'on a affaire à des petites communes. Elle est en tête dans 57% des villages de moins de 1000 habitants. Donc tout ce discours sur l'abandon, le retrait, comme s'il y avait une volonté, disons, systématique, pour le moment, c'est Marine Le Pen qui en profite. Et c'est vrai que le débat en cours, ces perspectives politiques sont difficiles à entrevoir, d'abord évidemment en fonction du résultat. Maintenant, sur le sujet plus compliqué de l'aménagement du territoire, à minima, à mes yeux, ça veut dire qu'il faudrait que les partis politiques, les experts, etc., donnent un regard véritable sur la manière dont la France d'aujourd'hui fonctionne et la complémentarité entre les grandes villes, les villes et les périphéries. Attends, tu sous-entends que ce regard, pour l'instant, il est pas le bon. Bah, c'est-à-dire que ce qu'on en, disons, l'image dominante qui en est donnée, c'est volontairement l'État aurait abandonné, laissé de côté, mis complètement de côté des territoires entiers. Les statistiques montrent en réalité que l'investissement public est plus important dans les départements, je pense au Massif central, les Alpes, les départements reculés, la Corse, et dans les petites communes. Le débat est très vif en ce moment, comme chaque année, sur la fermeture des écoles dans les villages. Donc les maires, évidemment, se battent pour que les communes restent ouvertes. Mais on a affaire à toute une partie du territoire, ce qu'on appelle la diagonale du vide, où il y a moins de 10 habitants au kilomètre carré. Donc ça pose une vraie difficulté. Donc moi, mon souhait, si on peut dire, ça serait que le débat, parce qu'il doit avoir lieu, se mène à partir des réalités territoriales d'aujourd'hui. Euh, Faute de quoi, on entraîne les gens un peu dans des impasses en leur laissant croire des choses qui de toute façon seraient impossibles, mais surtout de ne plus regarder notre pays tel qu'il est, pour mieux comprendre ce qui s'y passe et comment on pourrait se donner pour objectif de corriger les principales inégalités territoriales et donc financières et dans les modes de vie et dans la qualité de vie. Bah, ça fait beaucoup de grands chantiers et de réflexion et d'action pour les prochaines semaines, les prochains mois et les prochaines années. Merci beaucoup, Simon. Merci.